Ouais, j'ai Non, laissé tomber. Ouais, j'ai fait Incroyable Talent. Ouais, j'ai fait le Jamel Comedy Club. Ouais, je me suis fait virer. Ouais, c'est vrai. putain. Ouais, ils m'ont pas appelé à Génération. On Pas t'a d'impro. viré du Comedy Ouais, Club, on m'a frère. viré du Comedy Club. Ouais, ouais. Non, viens, on ouais, s'arrête ouais. 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, toi, Tariq? Bah, je suis content de venir chez toi. Bon, je suis obligé de te présenter avant et dire déjà bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du dernier podcast. Le dernier, ouais. En face de moi, j'ai quelqu'un. Je suis content de le recevoir. Encore un mec talentueux. Merci. En termes de talent pur, on est sur du Kylian Mbappé pour moi. Ah, c'est gentil. Voilà. Voilà, il est blessé. Hein. Je suis venu avec une entorse. Je suis venu avec une entorse du genou. J'ai vu ça. Bah j'ai ouais, vu ça. Je suis blessé. Je joue comme Kylian en ce moment. On n'est pas en termes de talent, on n'est pas sur le Kylian du Real, hein, Ah ouais, du ouais. début de Real. Ah on non, est on est sur Kylian du Prime. on est sur Kylian Paris Saint-Germain Coupe du Monde. Ah ouais. Ouais, non. J'ai en face de moi, mesdames et messieurs, le prince, le roi de l'improvisation. C'est vrai. Et j'ai encore ce titre. Hein. Non, c'est. Franchement, quand je parle avec des humoristes, je pense que t'es le mec le plus chaud, l'un des mecs les plus chauds sur scène. C'est dur de passer après toi. Moi, je me souviens au début quand j'ai commencé, quand c'était Tariq, même à la chauffe, c'était relou de passer derrière toi. Ouais, mais j'avoue, c'était compliqué. Mais des fois, je dis, est-ce que j'ai encore le titre? C'est vrai que je suis toujours flatté quand on me dit, ouais, les gens, quand ils disent de l'impro, ils sortent toujours ton nom. Mais en fait, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de l'impro, ils en font de la bonne. Il y a de la bonne, il y a de la mauvaise, tu vois. Mais il y a beaucoup de tricheurs. Si je peux me permettre de dire ça, il y a beaucoup de tricheurs dans l'impro aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trucs tiroirs. Tu vois, ils vont faire la même impro. C'est vrai que moi, je parle pour moi. Hein. Après, c'est pas de la prétention. C'est juste que voilà, je sais comment je fais mon impro. Moi, t'as vu, il y a vraiment pas de filet, pas de ressort, pas de truc, c'est vraiment, je crée un truc sur place. C'est comme si tu me disais, Tariq, vas-y, t'as des œufs, de la farine, fais-moi un truc. Ouais. Tu vois, donc je te fais le truc. Et ça, je sais le faire. Je pourrais pas t'expliquer comment ça se réalise dans ma tête. C'est des choses, des assemblages qui font que je sors des trucs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de l'impro. Donc, j'ai encore le titre. Je suis encore content parce que je te le dis, malgré tous les gens qui font de l'impro maintenant, il y a encore mon nom qui est, on va dire, au-dessus et qu'on prend comme référence. C'est toujours un vrai plaisir. Mais il y a des mecs qui sont bons. Hein. Moi, par exemple, j'aime bien, dans la désinvolture de l'impro, j'aime bien Redouane. Dans la désinvolture. Redouane Bougueraba? Ouais, Redouane Bougueraba. Oui. Parce que Redouane, il fait de l'impro, mais il va sur les terrains où moi, je vais pas. C'est-à-dire vraiment le pousser dans l'insulte et pas le rabaissage. Je sais pas si ça existe, mais il rabaisse tout en bienveillance et en amour son interlocuteur. Ouais. Tu vois, parce que Redouane est rempli d'amour, c'est un mec super. Et moi, je vais pas sur ce terrain-là. Mais je trouve ça impressionnant d'être autant désinvolte et osé. Moi, je sais que c'est un truc, je peux pas le franchir. J'ai déjà fait des trucs limite, mais ça, je sais que je pourrais pas insulter le public, c'est un truc que je peux pas. Là, c'est incroyable, exactement. Je crois qu'on en parlait avec, je sais plus avec qui on en parlait, avec un humoriste. Et ce qui est particulier avec Redouane, c'est qu'effectivement, habituellement, quand tu fais de l'impro, dès que tu balances une insulte, ça jette un peu un froid. Ça jette un froid. Mais lui, non, c'est tout l'inverse. Mais parce que je pense que Redouane, déjà, on sent qu'il est foncièrement gentil. Ouais. Voilà, ça veut dire que quand il vient sur scène, tu sens que s'il va t'insulter, il pense pas, s'il te dit fils de pute, pour lui, dans ta tête, il dit pas, c'est le fils de pute méchant, tu vois, quand tu t'embrouilles. Il est vraiment dans un truc de bienveillance. Redouane, il arrive avec tout ça sur scène, avec tout ce bagage, c'est des trucs qui s'expliquent pas, en fait. C'est des trucs qu'on voit pas, mais tu le ressens. Et Redouane, quand tu le vois, tu dis, ouais, j'ai envie d'être son pote, il est marrant, il me traite de fils de pute. C'est rigolo, quoi, c'est pas méchant, quoi, tu vois. Et je pense qu'il arrive avec ce truc-là. Moi, je suis pas dans ça. Moi, j'aime bien créer une histoire ou un truc sur place, assez rapide, tu vois. Donc, ouais, mais ça me fait plaisir. Et je te prends juste 30 secondes pour te dire merci déjà de regarder cette vidéo. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Ça ne coûte rien. Et moi, de mon côté, ça me permet d'être mieux référencé. Tu connais le refrain. Active aussi la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je te dérange pas plus et je te souhaite un bon visionnage. On fait un sondage là maintenant dans les humoristes. Je pense que clairement, tu sors souvent premier. Bon, après, ça fait plaisir. Bah, je suis content, mais je l'ai tellement fait, ça, tu vois. Tellement des années, la chauve personne. C'est vrai que t'as commencé quand, toi? J'ai vu, j'étais en train de lire.
J'étais en train de lire. J'ai vu que toi, t'as commencé au lycée. Au lycée. Au Alors, lycée. je te parle de ça, c'est 97, 98. Waouh! Ah ouais, mon ref, on est loin. Hein. Ah, 97, 98, je suis arrivé dans l'humour sketch parce qu'il n'y avait pas de stand-up. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à l'époque où il fallait encore mettre des perruques, Smile des costumes, et tout. smile. Il fallait faire un sketch noir sale, re-sketch, noir sale, re-sketch. Moi, je faisais déjà des trucs à cette époque-là, tu vois. Des vrais saluts et tout à la fin. Ouais, ou, le salut. Courbe à 90 degrés. T'avais encore des top sons. Ouais. Tu faisais il y avait des sons dans ton spectacle. Ouais. Mais c'était une autre école, je pense, un peu plus théâtrale. Bon, ça existe toujours, mais c'est juste c'est un autre domaine, quoi. C'est un autre domaine. Mais je pense que ça revient là. J'ai vu 2-3 mecs qui commencent à faire des trucs comme ça, c'est pas mal. Mais ouais, je suis de cette génération, mais j'ai vite arrêté. En fait, ce que les gens ne comprennent pas et que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis dans le milieu de l'humour, mais j'ai eu un ventre mou qui a été très long. J'essaie de t'approcher. En fait, si vraiment on calcule quand j'ai commencé l'humour, le stand-up, c'est 2008. 2008. Ouais, 10 ans après ta première scène. Voilà, 10 ans après. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que en 97, et des fois, j'explique ça à des jeunes humoristes quand je fais des masterclass ou d'autres trucs, je leur dis, moi, quand je suis arrivé, tout comme Boudère ou Magid Berry, là, je sors ces noms-là parce qu'ils étaient là, ces mecs-là, tu vois. On est arrivé en 97-98 au moment où Jamel explose. Quand je dis il explose. C'était un phénomène. Ouais, bah oui, je me souviens. Je l'ai consommé. Et derrière, t'as Eric et Ramsey, t'as Gad Elmaleh, t'as Michael Youn, t'as Elie Dieudonné, t'as Danny Boone Prime, et tous ces gens dans un prime incroyable, quoi, tu vois. Et à la différence de maintenant, c'est que nous, on n'était pas visibles et nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de comédie club, il n'y avait pas ça, quoi. C'était soit tu fais de la télé, soit t'es pas connu. Ouais. Il n'y a pas les réseaux comme aujourd'hui. Il n'y a pas les réseaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il y avait rien. Je me souviens, moi, d'avoir envoyé une cassette vidéo VHS à Radio Nova. Cassette vidéo. Je crois qu'il connaît le mec au son. Je crois qu'il connaît pas du tout William qui est au son aujourd'hui. Je crois qu'il connaît pas. Yanis, ton cousin non plus. Je crois qu'il connaît même pas. La cassette vidéo VHS. Le plateau là. La VHS. Le plateau avec 2 roues à l'intérieur. J'ai envoyé une VHS à Radio Nova. Mais non. C'est à l'époque où il fallait faire des dossiers de presse, quoi. Il fallait les imprimer et tout, tu vois. Donc c'est une autre époque. Et donc pour percer, c'était très dur, voire même impossible. T'étais obligé de passer par le... Ouais, il fallait que t'aies un parrain connu. Il fallait que t'aies un parrain connu, Pascal Légitimus ou Mousse Diouf, paix à son âme pour Boudère. Il fallait que t'aies un parrain. Ah, Mousse Diouf, c'était le parrain de... C'était le parrain, mais en termes d'humour, c'était son parrain. C'est lui qui l'a aidé, tu vois. Mousse Diouf, c'était une crème. C'était une crème. Moi, je l'ai interviewé au centre de quartier. Une fois, il avait joué à Bagnolet. Je travaillais dans un centre de quartier. Je l'avais interviewé pour Télé Bajo. Faudrait que je retrouve les images. Télé Bajo. Et j'avais interviewé... Il était incroyable. Moi, j'ai une anecdote dessus. C'est moi, j'habitais dans une ville, dans une ville, c'est pas un village qui s'appelait Brie-Contrebert. Brie-Contrebert. Ah oui. Tu connais ou pas? Oui, à Brie-Contrebert. Et à Brie-Contrebert, il tournait des épisodes de Julie Lescaut. Et nous, on était au lycée, on était au collège à l'époque. Et à la sortie du collège, il y avait Julie Lescaut, Mousse Diouf qui était là au centre-ville. On voulait absolument aller les voir, tu vois. Et on allait les voir. Et Julie Lescaut, nous, on voulait aller voir Julie Lescaut. Julie Lescaut. On savait pas. Véronique Jeunesse. On était pas au courant à l'époque. Non, en plus, c'est quand même bossé avec Mousse Diouf. On savait vraiment pas. De ouf. mais elle ne voulait pas de nous. Elle ne voulait pas de nous, des enfants, hein. De toutes les couleurs, hein. Ah non. Elle ne voulait pas de nous. Elle voulait pas nous donner un petit autographe. Elle voulait pas nous dire un petit bisou. Mousse Diouf, écoute, Mousse Diouf, il nous a tous vus. Il nous a dit, écoutez, venez sur le plateau. Vous avez vu le catering là? Vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Après, il nous a dit, vous voulez des autographes? Il n'y a pas de problème. Venez vous asseoir avec moi, à côté de moi sur le banc. Je vous signerai vos autographes et on discutera ensemble. Mousse Diouf, une crème comme pas possible. C'est-à-dire que chez moi, quand j'étais petit, j'avais un autographe de Mousse Diouf dans ma chambre. Et Mousse Diouf, c'est incroyable. Tout le monde pourra te le dire dans ma classe. C'est-à-dire que tout le monde nous mettait des barres sur le tournage pour pas qu'on passe. T'as vu comment c'est un tournage? Mousse Diouf, il est venu nous chercher, il nous a emmenés au catering. On a pris notre goûter, il a pris du temps. Il nous a parlé, il nous a dit, lui, il fait ça. Lui, il fait une crème incroyable. Il est incroyable. Il faut pas oublier que Mousse Diouf, je vais pas dire que c'est le premier Nord qui jouait dans une série française. On n'est pas loin, hein. Mais mais lui, c'était le premier qui avait un rôle stylé. Il était flic, adjoint. C'était pas genre le Renoir de service que tu vois à la plonge dans les rôles de merde qu'on donnait les Noirs et les Arabes dans les séries, dans les films. C'était un flic adjoint. Tu vois, c'était un flic, tu vois, et c'était l'adjoint de Véronique Jeunesse qui était Véronique Prime. Mais ce que je veux dire, c'est que
voilà, c'était un mec mortel formidable. Et donc voilà, je te disais, à l'époque, il fallait avoir quelqu'un qui te soude. Ouais. Lui, Boudère avait lui. Et moi, à l'époque, voilà, j'ai essayé 1 an ou 2. Et on me disait les mêmes phrases dans les petits cafés-théâtres. On me disait, ouais, mais toi, tu fais quoi? Tu joues du Jamel, du Gad, tu fais quoi, toi? Parce qu'en fait, Carrément, on donnait des noms, genre, bah c'était... oui, parce qu'on te comparait, tu viens de banlieue. Parce que eux, le théâtre, même le monde du sketch, de l'humour, avait pas l'habitude de voir des Noirs et des Arabes arriver comme ça. Parce que Jamel, il a ouvert une porte. Une porte où on s'est tous engouffrés à un moment donné. Mais eux, ils n'avaient pas l'habitude de nous voir. Donc, ils ne nous faisaient pas jouer. Après, Tariq, j'ai essayé 1 an ou 2. Et en 99, milieu d'année 98, je raccroche les gants. Je dis, vas-y, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Et j'ai arrêté pendant, voilà, jusqu'en 2008. Après, j'ai re-rencontré avec Boudère. Et c'est là que je suis remis au truc. Boudère, il est dans beaucoup d'histoires de gens. Faut que je l'appelle. Encore hier, je parlais avec Sparrow. Et on parlait de Boudère, en fait. Ah, mais Boudère, il est dans beaucoup d'histoires de beaucoup d'humoristes. Il a donné des coups de main à beaucoup de gens. Et sans attendre en retour, sans calculer. Boudère, voilà, il est comme ça. C'est dès qu'il t'aime bien et puis qu'il voit que t'as du talent. Même si t'en as pas, je crois, j'ai envie de te dire qu'il va t'aider quand même, tu vois. Et il est tellement généreux sur ça. Donc voilà, et c'est en recroisant Boudère en 2008, il me dit, mais putain, mais Tariq, tu joues. En fait, je le reçois à la radio à Beurre FM, parce que moi, entre-temps, je suis devenu un réalisateur sur Beurre FM, je réalisais des émissions, après je les ai animées. Mais un jour, je reçois Boudère pour la promo de son DVD, tu vois. Donc il vient pour la promo de son DVD, de son premier spectacle. Et il me dit, mais tu joues plus depuis le temps? Je fais, non, j'ai arrêté. C'est dur, tu vois. Je dis, bah après, maintenant, il y a le Jamel Comedy Club, entre-temps, il y a d'autres gens. Ça y est, tu sais, pour moi, le train, il était passé, ça y est, c'était fini. Il me dit, mais non, Tariq, t'as du talent, remonte sur scène. Et là, je t'ai dit, ça va très, très vite. Boudère me présente Samia Rosman. Un plateau. Tu te rappelles de ce plateau qui s'appelait 100% Arabica ou je sais plus un plateau sans vulgarité, c'est plein de gens connus. Ouais, je me souviens. Et donc Samia Rosman me présente Phil Darwin. Je fais les premières parties de Phil Darwin pendant très longtemps. Phil était incroyable et gentil parce qu'il m'a laissé faire sa première partie pendant plus d'1 an. Et de l'appareil Phil Darwin, Boudère, Kader Aoun, Paname. Ouais, putain. Voilà. Waouh. Et ça remonte comme ça. Et c'est comme ça que j'arrive au Paname, en fait. Ok. Ah non, et au Paname, c'est là que tu commences le stand-up. Et c'est là que je commence stand-up, le stand-up. Ok. Ouais, je commence le stand-up. Et j'apprends ce que c'est que le stand-up. Parce que moi, à l'époque, j'ai encore des sketchs de mon père, il me frappe, ma mère, elle a un accent. Mais c'est pas... Ouais, tous passés par là. Tous passés par là, tu vois. Et donc voilà, j'ai réappris à travailler et développer l'impro. Chose que je savais déjà faire avant dans mon quartier, que je savais déjà faire avec mes potes. Mais sur scène, c'était nouveau qu'un mec arrive et qui parle avec les gens, qui arrive à les faire rire comme ça, juste sur de l'impro. Et j'ai développé ça pendant très longtemps. Moi, je t'ai vu réussir même en chicha. Je sais pas si les gens savent à quel point c'est compliqué de jouer dans une chicha. Les chichas. Mais toi, je t'ai vu tout déchirer. Ah ouais. Dans des chichas, pas dans une chicha, mais dans des chichas. Je sais qu'on a fait beaucoup de scènes ensemble. Ah oui, on a fait de la chicha. Mais je t'ai vu fonctionner dans un théâtre classique et retourner la salle. Mais je t'ai vu aussi retourner des salles. Enfin, des chichas, quoi. Des chichas, c'est hostile, ma gueule. C'est clairement, les chichas, déjà, comme il dit Ahmed Sparrow, déjà, quand t'arrives, t'es en découvert de rire. Ça veut dire que déjà, t'es à moins 1000 rires. Il a raison, t'arrives, t'es à moins 1000 rires. Ils sont hostiles, ils ont pas envie de rigoler. Ils sont là, chacun se regarde. Ils filment leur chicha. C'est que des mecs qui ont des égos démesurés dans la salle. Tu sais, t'arrives, mais c'est même pas, ils te respectent pas. Ils en ont rien à foutre de toi, quoi, tu vois. C'est ça le problème des chichas, c'est que je pense que ça les intéresse pas vraiment, tu vois, ça les fait, ils aiment, c'est pour ça qu'ils viennent, mais je pense qu'ils viennent plus pour voir des gens s'éclater, mourir sur scène, que voir des mecs qui marchent. Je pense qu'après j'ai compris le fonctionnement de la chicha, j'ai compris comment ça marchait. Je crois que c'était des gens qui veulent pas du sketch, ils veulent qu'on leur parle comme on leur parle de quartier. Donc j'avais compris ça, mais faut ramener l'amour et la bienveillance aussi. C'est quelque chose qui est très compliqué en chicha parce que si t'es trop méchant, tu peux te faire menacer, tu peux avoir des mecs qui veulent te frapper et tout. Moi, j'ai vu des mecs qui voulaient frapper des mecs et tout, qui les attendent à la sortie, qui ont menacé des humoristes. Donc, faut savoir doser le truc entre je te rentre dedans, je suis dur, et en même temps, je suis gentil, tu vois, je te mets une claque et une caresse, tu vois. Donc voilà, mais en chicha, je me suis adapté. Franchement, des fois, j'ai passé des soirées compliquées, mais
Mais après, je me suis adapté, j'ai compris le fonctionnement du truc et ça roulait tout seul, en fait, tu vois. Ouais, je veux dire. Mais après, c'est particulier. Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour les organisateurs de scènes en chicha. Ah oui. Parce que, pour moi, quand ils ont commencé à faire des scènes dans les chichas, dans leur lieu, pour moi, ils recevaient mieux les humoristes que certains théâtres, certains comédie clubs. Alors, et là-dessus, j'avais énormément de respect pour eux. Après, en termes de public, c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit où tu pour un humoriste où tu travailles ton texte. C'est pas là-bas qu'il faut aller venir tester. Ouais. Ça, c'est sûr. Faut pas venir tester. Faut même venir avec des hits, voire même un peu d'impro, enfin, beaucoup d'impro, quoi. Tu vois, faut être assez souple dans le travail. Mais après, ouais, les chichas, on va pas se mentir. Les gens, faut qu'ils savent la vérité. Puis même les organisateurs de chicha, qui va te dire qu'il fait une chicha parce qu'il a envie de faire une chicha? Personne. Tout le monde va te dire je fais une chicha parce que c'est ultra bien payé. C'est bien payé. C'est extrêmement bien payé au ratio taux horaire. Ouais. Et c'est juste, personne n'est payé. Je crois, peut-être des cadres, peut-être des traders qui sont payés comme ça au taux horaire. C'est abusé. Tu joues 8 minutes, tu fais des trucs très proches des 4 chiffres, quoi. Ouais. Et pour ceux qui sont bons, hein, je parle. Parce que, mais bon, on va dire, t'es déjà plus de 200 € quand t'es un débutant. Ouais, c'est sûr. 8 minutes, 200 €. Frérot. Et quand tu commences, et un repas. Et un repas, et la chicha. Non, mais c'est pas même pas un repas, c'est que c'est quasiment tout le temps, moi, en tout cas pour tous les chats que j'ai fait. Et c'est pour ça on dit respect au patron des chats, c'est à volonté. Ouais. C'est à volonté, frère. T'es vraiment bien reçu. Tu vois, mais ils savent la chicha, c'est le monde de Narnia, frère. Par contre, ouais. Moi, j'ai vu des trucs, mais qui n'existent que en chicha, frère. Je vais te raconter, j'ai fait venir Gad en chicha. J'ai réussi à faire venir Gad Elmaleh en chicha. Écoute l'anecdote. Gad Elmaleh, j'ai fait sa tournée en première partie, sur son spectacle d'ailleurs. Et je lui dis, Gad, écoute, t'as joué au States, t'as joué en Angleterre, t'as joué au Canada, t'as joué en France, t'as fait des petits comédie clubs. Frère, il te manque une ligne dans ton CV, c'est chicha. Il manque une ligne dans ton CV. Tu peux pas. T'es le GOAT, mais tant que t'as pas joué là-bas, t'es pas le supra GOAT. Il me dit, tu sais quoi? Et gars, ça que j'aime bien chez lui, il me dit, vas-y, emmène-moi en chicha. Je lui dis, écoute, je vais t'emmener en chicha. Je te préviens. Faut être souple sur la malléole. Cela, ton statut de superstar, tu le laisses à la porte parce que personne là, est-ce que tu te souviens de cette scène quand Rocky il arrive dans Rocky 3, il arrive dans le gymnase, c'est de Apollo, et genre Rocky c'est une star, il arrive et tout le monde le regarde mal. Dis-toi, Gad il est arrivé, c'est pareil, il est arrivé, c'est une superstar, mais là il le regarde avec l'œil du tigre. Et moi, j'avoue, l'anecdote, pourquoi elle est intéressante, parce que Gad, le jour où il accepte, il dit, je viens ce soir, c'est le match de Cameroun-Algérie. Qualification pour la Coupe du Monde 2018. Non, 2022. C'est la dernière. Où l'Algérie, ils sortent là. Et donc, il y a le match qui est diffusé. Donc, le comédie commence et c'est encore les prolongations. C'est-à-dire que les 3/4 de la salle, c'est des Algériens. Eux, ils sont encore dans le match. Lui, il monte. Quand c'est qui l'annonce quoi? C'est Redouane. Il dit Gad Elmaleh. Les gens, ils hallucinent. D'où Gad? Il est dans une chicha. D'où entre deux charbons. Entre deux charbons et une salade César. Il y a Gad qui monte sur scène. Et là, il monte sur scène, mais le public. C'est ça qui est drôle. C'est que Gad, il monte. Il y a Gad, mais le public, il est encore dans le match. Il y a un truc et Gad, il joue, il tente une vanne, 2 vannes, et je vois, le public, il connaît pas. On connaît tous ce moment. Ouais, tu connais ce moment de... Je connais. Ouais, frérot, t'es Gad, mais... Il y a le match, là. Mais il y a le match. Et il y a un mec, je me souviens, il est en plein sketch, Gad. Il est en train de faire des Nova, ça prend. Et il y a un mec, il regarde le match. Il est au premier rang. Il regarde le match sur un iPad. Déjà l'image de... T'es dans une chicha. Il y a Gad Elmaleh. Il y a un mec au premier rang qui a un iPad. Gad, il est en plein truc. Et au moment où il va faire la chute sur une vanne à lui, l'Algérie se prend un but. Le mec se lève avec son iPad. Donc, un mec a un iPad, il fait... Et il part comme ça. Et Gad, il le regarde. Il dit, mais excusez-moi. Mais moi, j'ai l'habitude, moi. Moi, j'ai vu des mecs se faire soulever en chicha devant mes yeux. Moi, j'ai vu des trucs de fou. Mais lui, il connaît pas. Et il voit un mec se lever, énervé pour un but pour l'Algérie, qui, au premier rang. Et Gad, il dit, ça va? Et là, il fait, et il calcule même pas, Gad. Gad, après, il a joué 2-3 minutes. Après, tu connais. Le son de Ryan, faut l'évacuer. Après, fallait l'exfiltrer. Fallait l'exfiltrer du truc. En hélico et tout. Mais je tiens à dire
que Gad Elmaleh a joué en chicha. Non, c'est ouf. Et ça, franchement, respect. Mais Gad Elmaleh, on en parlait aussi. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que même si c'est un mec ultra populaire en France, tu peux le croiser dans n'importe quel comédie club. Frérot, dans Paris, il est en train de répéter ses gammes, en train de travailler sur son... Et ça, il y en a pas beaucoup de sa génération. Non, pas beaucoup. De sa génération que tu retrouves. J'ai envie de te dire, pour moi, il y a lui et Gad. Lui et Kev, pardon. Kev aussi. Ouais, mais Kev, il est quand même arrivé après. Ouais, mais de sa génération à Gad, que tu vois encore dans les comédies clubs. La génération de Gad, c'est le dernier. Il y a personne d'autre. Alors qu'aux États-Unis, t'en as plein. Bah oui. Aux États-Unis, t'as encore Dave Chappelle qui joue, t'as encore Chris Rock qui joue. Et tu les croises dans les comédie clubs. Voilà, tu les croises dans les comédie clubs. Mais de la génération de Gad, il y a que Gad. Franchement, on a vu 2-3 fois Elise Moon montrer le bout de son nez dans les comédie clubs. Bon, après, il s'est fait tirer dessus. Bon, 2-3. Mais il joue. Moi, j'ai un respect pour Elise Moon, tu vois. Pourquoi? Dans le sens où il est venu dans des comédie clubs jouer du sketch. C'est pas facile. Et il a tenu, frère. Parce que je sais que moi, en tant que stand-upper, ça m'est déjà arrivé de manger des bides. Frère, quand je mange 2-3 minutes de bides, je veux sortir, ça y est. Faut que je parte de la scène. Faut que je sorte. Faut qu'on m'évacue. Et franchement, Elise Moon, respect, il est venu faire du sketch en comédie club. Frère, ça marchait pas de ouf, mais il faisait son sketch de la première ligne à la dernière ligne. Là, j'ai dit ça, c'est des professionnels. C'est ça, les professionnels. Quand on dit c'est quoi un pro? Ben, Elise Moon, même si il retournait pas à la salle, c'est un pro. Il faisait son taf. Il faisait son taf. Donc, respect à lui. Mais si on parle dans la régularité, Gad, c'est... Frérot, qu'est-ce que je te dise? Moi, à chaque fois, ce mec-là, il m'impressionne. Enfin, c'est pas pour, comme on dit, pour Céus ou pour... Tu vois ce que je veux dire? Si tu me connais, je m'en fous, mais c'est juste voir un mec qui a plus de 50 piges, qui est le numéro 1 depuis 30 ans, qui n'a même pas besoin. Il n'a pas besoin. En vrai, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Mais je prends toujours cette image de voir Gad jouer au Dôme 10 fois, d'être dans une salle de 5000 personnes, prendre de l'amour pendant 1h30, sortir du Dôme et me dire on va au Paname. Je dis comment ça, on va au Paname? Il me dit oui, je veux aller au Paname, je veux rôder pour demain. Je dis mais frérot, ça marche là. T'as pas besoin de rôder. Non, je veux aller tester des nouveaux trucs que j'ai écrits au Paname. Donc le mec, choc thermique, c'est... Moi, j'ai joué avec lui ce jour-là. Ça m'a fait, moi, qui est première partie, bizarre de me dire, j'étais devant 5000 là. Et là, je suis devant 60. Mais je me dis, lui, à son niveau, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, en bien, en mal, de se dire, là, je sors de 5000, je vais aller taper une 60. Rien à foutre. Respect. Non, je pense qu'il a, pour moi, il a tout compris du travail d'un humoriste. C'est, pour moi, les salles de 5000, c'est la Ligue des Champions, tu vois. Et le Paname, c'est la salle d'entraînement, tu vois. Oui, c'est la salle d'entraînement. Mais t'es obligé, pour devenir ce joueur en Ligue des Champions qui met des ciseaux ou des coups francs à la dernière minute, passer énormément de temps à la salle d'entraînement. Exactement. Tu vois. Et Gad, l'autre jour, je lui disais ça, je lui disais, mais en fait, moi, Tariq, parce qu'aujourd'hui, les humoristes qui cartonnent, ils ont plus de 30 ans. Redouane, il a comme moi quasiment 45, je crois, 46. Mais c'est parce que Gad est là que nous, on peut encore être là. Je vois le délire. Tu vois, c'est parce qu'il y a encore Gad qui joue du stand-up, que Kev aussi qui a plus de 30 ans qui joue du stand-up. C'est parce que ces mecs-là qui, nous, ça nous permet de mettre... Parce que si, il n'y a pas Gad, il avait raccroché les crampons, il y a deux spectacles. À 45, il y a, moi, j'arrête, fin de carrière. Les gens diraient non, tous les mecs qui ont 45 ans, là, qui font du stand-up, ça dégage. Mais gars, en vrai, Astachi, c'est la promo, t'es le plus drôle, hein. Tu regardes. Exactement. Avec Dave Chappelle, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Gad, il arrive en France à imposer d'autres trucs et dire, vas-y, on va continuer. Vous pouvez faire du stand-up jusqu'à. Mais à vie, gars. Richard Pryor, il y en a jusqu'à leur mort, mais nous, on a besoin de ça en France. Et lui, il se rend pas compte de ça. Des fois, je lui dis, Gad, franchement, continue de jouer parce que maintenant que tu joues, nous, on peut jouer, en fait, les mecs de mon âge, de ma génération. C'est vrai. Quand on regarde, ça fait quasiment 20 ans que je suis là, tu vois. Et je lui dis, il faut que tu continues parce que si tu continues, moi, je peux continuer, en fait, tu vois. C'est lui, Jamel, ils ont ouvert des portes comme ça. Ils ont créé des trucs. Moi, je trouve ça impressionnant, tout simplement. Intéressant. Tariq. Oui. T'es pas qu'un stand-upper. J'ai commencé par dire que t'étais un stand-upper qui improvise ultra bien, mais t'as aussi une carrière à la radio. Ça a dû te servir ça énormément, ça, dans ton parcours de vie. Bah oui, la radio Beurre FM.
c'est que Beurre FM. Hein. J'en ai fait d'autres des radios, mais en tant que chroniqueur, j'ai fait Ado, j'avais fait Fun, j'ai fait Sud Radio, mais je suis toujours à Beurre FM. J'ai toujours été à Beurre FM. Bah, ça m'a. Là, actuellement, tu y es toujours. Je suis toujours là, au moment où je te parle, je suis toujours à Beurre FM. Ça fait 23 ans de bon et le service. C'est tout le monde. À cette radio que j'adore, qui a été une radio qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné de la chance, qui m'a donné de l'amour, je remercie. C'est vrai que je remercie rarement ma directrice Jima Ketan, moi j'ai une patronne femme. Quand t'as une patronne femme, c'est totalement différent parce que elle a ce truc un peu de maman avec ses employés. Nous, on n'est pas une grosse société, on est une petite entreprise. Et c'est vrai que elle m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce qu'en fait, elle a accepté des choses qu'une autre société, sur la tête de ma mère, je me serais fait virer 32 fois. Ouais. Ah ouais. Mais oui, mais c'est sûr que l'émission elle a commencé, t'étais pas là. Bah oui. C'est vrai. Jima a accepté des absentéismes de ma part, mais en me voyant sur les réseaux sur scène, tu sais, elle me disait mais Tariq, me dis pas que t'es malade, t'as joué, mais tu sais, et elle acceptait des trucs, tu vois. Mais je pense qu'elle sait, elle sait que j'aime beaucoup ce que je fais en dehors de la radio, et elle m'a jamais véritablement sanctionné ou elle a jamais voulu me virer, donc elle s'est dit voilà, il fait partie de la famille, il a un projet, son projet, moi je peux y contribuer en étant un peu plus flexible sur des trucs, mais c'est vrai que si t'as pas une présidente comme ça, qui a ce côté un peu maternel avec ses employés, qui a un peu ce côté maman, j'aurais pas fait cette carrière. Enfin, je l'aurais fait, mais peut-être pas avec cette pression, enfin parce que ça m'a aidé d'avoir ce salaire en plus, tu vois, parce que les gens ils me disent Tariq, mais comment tu fais, enfin tu sais comment tu fais pour pas être en pression, et j'avoue j'ai une soupape de sécurité, les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai un CDI dans une radio, tu vois. Non, c'est ouf. Bah, je peux ne pas jouer un mois si je veux. Tiens, c'est marrant, j'étais en train de parler avec là juste avant, là j'avais une réunion d'auteurs et on parlait avec un auteur sur l'aspect financier en fait dans nos carrières et comment c'est important pour pouvoir être serein derrière, pour pouvoir travailler et être libre en fait. Bah oui. Et moi, toi donc ta stabilité, toi ça vient en fait de ton travail. C'est mon travail à Beurre FM. À Beurre FM. Mais bien sûr, les gens ils me disent Tariq, des fois ça fait 3 semaines on t'a pas vu en Comedy Club. Ouais, dans ma tête je me dis frérot, moi j'ai un salaire tous les mois qui tombe de Beurre FM, donc voilà, donc je remercierai jamais Beurre FM. Beurre FM c'était une expérience formidable, ça m'a appris à effectivement, c'est peut-être aussi ce qui a fait travailler mon impro et ma tchatch, parce qu'en fait en radio tu peux pas laisser de blanc, j'ai fait beaucoup d'émissions de flux, tu peux pas laisser des blancs, donc en fait j'étais toujours obligé de parler tout le temps, et je pense que ça m'a aidé quand je suis quelque part, quand je parle, à pas laisser de blanc, pouvoir toujours mettre un truc, à improviser, à laisser pas laisser ce moment de blanc. Je pense que ça m'a aidé à ça, la radio. Mais après Beurre FM, c'était des anecdotes sur Beurre FM, je peux t'en raconter 2 milliards. J'ai eu la chance. La plus folle, je pense que Beurre FM, j'ai vu l'éclosion de beaucoup d'artistes incroyables. Et moi, j'avais une émission sur Beurre FM qui s'appelait Samedi VIP. D'accord, c'était une émission de rap hip-hop. Je recevais des rappeurs et plein de rappeurs, des connus comme des pas connus. Mais ce qui est impressionnant dans ce métier, c'est de voir des gens qui n'étaient pas connus et qui sont devenus connus. Un jour, je reçois Dry et Demon One, Intouchable pour leur album. Et Dawala, qui venait souvent à la radio, il vient, il me donne un CD gravé. Et il me dit, tiens, il y a des jeunes, je m'occupe de ces jeunes-là, j'essaie de les lancer, c'est des mecs de mon quartier, est-ce que tu peux m'aider de les recevoir une fois dans ton émission? Je prends l'album, le CD, il y a marqué section d'assaut dessus. Je lui dis, vas-y, je dis, j'écoute, mais vas-y, je les reçois. On fait une émission, je reçois, mais la section d'assaut, mais vraiment, la première, c'est les 150. La vraie section d'assaut. La section d'assaut. Vraiment, tu les voyais arriver. Vous voyez, c'était le GIGN, quoi. Voilà, bref, c'était 50 mecs, quoi. Tu vois, en plus, Beurre FM, c'était, à l'époque, c'était à Oberkampf. C'était rue Oberkampf. Donc, pas loin de Place des Fêtes. Tu vois, bref, enfin, pas Jean Jaurès, pardon. Et donc, ils viennent tous. Ça rappe. Tu sais, à la fin, on fait un freestyle. Puis, tout de suite, dans le freestyle, tu vois tout de suite, ça se voit. Je te dis, moi, j'ai vu des artistes comme ça. Ça se voit qu'ils vont devenir des stars. Tu vois tout de suite Maître Gims, Black M, Lefa. Tu vois tout de suite ces gars. Tu vois tout de suite les mecs qui sortent du lot de tout ce truc-là. Et l'anecdote, elle est marrante parce que quand ils viennent, il y a un gars avec eux. Il est en survêt, je m'en souviens, et torse nu. Et il a un petit flash, tu sais, dans une bouteille de cristalline. Il fume.
Et c'était un pote des DJ qui mixait à la radio à l'époque, Stéphane et Mohamed. Et je vois, il saute partout, il fume dans les locaux, il boit, il crie, il est excité. Je l'appelle, mes DJ, je fais écoutez, dites à votre pote là. Il me dit non, mais c'est un gars qui est pote avec la section réseau. Je fais dites-le, s'il vous plaît, qu'il se calme. C'est relou, il a pas le droit de fumer, c'est relou en fait. Et il me dit non, mais fais-le rapper, il est bon. Je fais vas-y, donc la section d'assaut, elle fait le freestyle. Et à un moment donné, il arrive avec son petit torse, mais torse nu, frère. Torse nu. Torse nu. Et il rappe. Il met tout le monde d'accord, c'était Mister You. C'était Mister You, frérot. Et c'est comme ça que les choses se font. Et Mister You qui rappe, il met tout le monde d'accord. Je le réinvite. Il vient, il m'appelle, il me dit, je peux venir avec le mec qui me fait mes bacs. Je lui dis, viens avec ton backer, vas-y, pas de problème. Son backer, c'est la crime. La crime, putain, j'allais dire. Il vient avec la crime. Tu vois, et à chaque fois, je voyais des mecs arriver, mais sans que tu saches que ces mecs-là, un jour, ça va être des mecs qui vendent des millions d'albums. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et moi, aujourd'hui, je suis très fier de les recroiser et puis qu'ils m'ont pas oublié parce qu'ils sont venus chez WAM la première fois. Pareil, un jour, je suis dans une chicha, El Dounia, dans le 12e. Mon pote Momo, il a une chicha. On est là, on fumait. Moi, je venais souvent, je fumais, j'étais avec mes potes, je venais souvent. Et il y a une serveuse que je vois souvent parce que je viens tout le temps. Et elle me dit, excuse-moi, Tariq, je peux te demander un truc? Je vois, elle me dit, je sais que t'as une émission sur le Bar FM, tu reçois des rappeurs, il y a mon mec qui est devant, c'est celui qui fait la porte, est-ce que tu peux le recevoir, s'il te plaît? Je vois, c'est qui? Vas-y, dis-lui, viens. Il me dit, non, mais il est timide. Je me dis, ah, tu es timide, je le charrie, à chaque fois que je rentre dans la porte, je le charrie. Elle me dit, s'il te plaît. Il vient me voir, il me dit, je peux venir et tout. Je me dis, mais quand tu veux. C'était Caris, frère. Mais oui, frérot, c'était Caris. Caris. Mais non. Caris. Et j'ai vu trop de gens comme ça, frérot. Improbable. Mais non, c'est ouf. Improbable. Venir à la radio parce que moi, par amour et parce que je pouvais donner ce coup de main, sans me dire faire des plans, me dire que ces mecs-là, ça va être une grosse stade du rap. Moi, quand je reçois Section d'Assaut, je sais pas, Maître Gims va donner une grosse stade du rap, je sais pas, tous ils vont péter, tu vois, je sais. C'est juste la magie de les voir qu'ils ont du talent, parce que ces mecs-là, ils avaient un truc qui était fou, c'était le talent. Fianso, pareil, il venait pas connu, c'est une amie qui me dit, ouais, j'ai un gars, il s'appelle Sofiane, est-ce que tu veux le recevoir? Je dis, vas-y, je le reçois. Mais tu sens que Fianso, quand il rappe, tu sens, il a un truc différent. Un feu qui est intérieur, qui est différent de... Mais j'en ai reçu des rappeurs, frérot, si tu savais. Mais 2000, 3000. Plein. Direct, tu vois la différence. Mais tu vois tout de suite, les mecs arrivent, ils ont un feu intérieur qui est différent. Dadju, quand je reçois à l'époque des Shinsekai. C'est les Shinsekai. Leur groupe, là. Leur groupe, ils sont deux, mais tu vois bien que Dadju, il est au-dessus de l'autre. Tu vois que le mec, il a un autre talent, une autre aura, un autre truc. Tu sais, des gens, ils arrivent, ils ont un univers. Tu les vois arriver, si tu dis, mais ça peut être que des stars. Et ça, c'est toutes les anecdotes que je peux te raconter à la radio. Putain, après, j'en ai d'autres. Je peux vous raconter une anecdote rapidement si vous n'êtes pas pressé. Ah, vas-y, on t'écoute. Mister You. Déjà, on sait que ça va être croustillant si tu commences par Si vous connaissez cette histoire de Mister You, vous avez suivi un peu la vie de Mister You, vous savez que Mister You était en cavale pendant longtemps. Il était en cavale, à un moment donné. Il était recherché par la police, tu vois. Et donc nous, là, la radio avait déménagé, on était place Colonel Fabien. Donc il habitait vraiment à côté, quoi. C'était vraiment son quartier. Et Mister You, là, en cavale, il venait à la radio des fois en cavale. Donc il faisait des freestyles à la radio en cavale et tout, machin. Mais il venait souvent. Et un jour, il se fait péter, donc ça passe dans les médias, tout le monde dit ouais, le rappeur s'est fait attraper, il avait sorti déjà des trucs qui marchaient un peu. Et un soir, je fais mon émission avec mon DJ Mohamed, et Mohamed, il m'appelle, il me dit ah, il y a Younes, il me dit c'est un fou. Je dis comment ça c'est un fou? Il me dit écoute-moi bien, il veut qu'on passe son nouveau son. Je dis mais je l'ai pas son nouveau son. Il me dit écoute, c'est là où il me dit Younes c'est un fou. Il m'a appelé, il lui a dit les gars, passez mon son. On lui a dit on l'a pas, il a dit si vous l'avez. Vous allez à l'entrée de la radio. Vous soulevez le faux plafond. Et je vous ai mis, écoute-moi bien, et je vous ai mis un CD dans le faux plafond. Et dans ma tête, quoi je pensais, quand il est venu, parce qu'il y avait une meuf, il y a une meuf à l'accueil. Il y a une meuf à l'accueil. Donc, comment il est venu? Comment il a eu le temps de soulever le faux plafond et de glisser un CD dans le faux plafond? Et donc, le mec nous appelle de la prison. Il a prévu un plan marketing, le gars. Mais c'est ça que moi, à l'époque, quand je parlais souvent avec Ignace, je disais, mais putain, fais un film, mec, ton histoire, elle est folle. Et le mec, ça veut dire qu'il avait déjà mis un CD avec ses nouveaux sons à la radio. C'était lui ou la crime qui mettait des barrettes dans... Ben, c'était la crime. C'était la crime. Ben, la crime, c'était son... C'était des barrettes de shit, man. Non, mais pour te dire,
Mister You. Non, c'est Mister You qui mettait des barrettes de Mister You. Ah, il est trop chaud, il est trop chaud en marketing. Ce truc du CD, c'est-à-dire que nous, on est en pleine émission, il appelle, passez mon son, on n'a pas le son. Si vous l'avez, allez dans votre couloir, soulevez le faux plafond, il y a un CD dedans. Et du coup, t'as dû raconter à l'antenne? J'ai raconté à l'antenne. Ah, c'est ouf. Mais ce mec-là, c'est que des. Après, j'ai interviewé des Américains, Rihanna, Sean Paul. C'est ouf ça, putain. Stevie Wonder. Sergio Mendes, enfin bref, t'avais passé des vrais stars. Mais c'est Beurre FM, c'était une belle histoire. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite aussi. T'as fait du cinéma aussi, Cinoche. T'es intéressé parce que je sais que moi, c'est la discussion qu'on avait avec Nordine, je sais que t'as des humoristes qui sont très stand-up et qui veulent pas aller autre part que le stand-up. C'est vraiment des fonctionnaires du stand-up. Ouais. Et t'en as d'autres qui sont plus polyvalents, enfin, qui sont plus attirés un peu par plus de choses. Est-ce que toi, c'est ton objectif dans un coin de ta tête ou quand tu, par exemple, joues dans un film, je sais que tu as joué dans plusieurs films, tu y vas parce qu'on t'a invité ou... Bah, moi, tous les films que j'ai fait, on m'a invité. D'accord. Généralement. Il n'y a aucun film que j'ai fait où j'ai fait un casting comme ça sauvage. Que ce soit le film de Noël Madani, le film de Fabrice Eboué, le Gad Elmaleh ou de Fred Azan. C'est des gens qui m'ont directement appelé. Il y en a qui m'ont casté. Nawel et Fred, ils m'ont casté. D'autres, ils m'ont dit, allez, c'est bon, le rôle tu l'as, pas besoin de te caster. Mais, alors moi, je suis l'école j'aime bien le cinéma, j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas envie d'être devant la caméra. Moi, j'ai pas ce truc d'être comédien. T'es plus dans l'écriture, du coup? Ouais, moi, je suis plus dans l'écriture, plus dans la mise en scène. Moi, j'aimerais réaliser des films, tu vois. Tu t'écris là actuellement? Ouais, j'écris une série, j'ai écrit un film. Mais, jouer, je pense que j'ai un grand respect pour les comédiens, mais vraiment un grand respect pour les comédiens. Je trouve que ce qu'ils font, je dis pas que j'ai pas la capacité, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est un métier où faut beaucoup travailler, où je pense qu'il y a une formation que j'ai pas, tu vois, où je pense que comédien, c'est pas juste je viens et puis action et puis je joue. Je pense qu'il y a un vrai truc où faut vraiment il faut avoir je pense déjà un talent inné. Je pense qu'en plus il faut le travailler. Moi, j'ai pas ce truc-là et je suis pas intéressé par me voir ma tête en grand écran. Déjà, moi, je suis très gêné de me voir à la télé aussi, tu vois. Donc, le cinéma, en tant que comédien, non. Mais en tant que réal, complètement. En tant que scénariste, complètement. Ah oui. Je sais, moi, je connais un peu. Enfin, je te connais depuis longtemps et j'ai vu un peu ta carrière évoluer. Là, j'ai l'impression que t'es dans le top, t'es dans le haut de ta carrière. Il se passe plein de choses pour toi. Tu joues ton spectacle, t'es produit par une grosse boîte de production. Exactement. Mais avant d'arriver là, je sais que t'as eu pas mal de malchance à certains moments. Je sais que, par exemple, elle est où cette histoire? C'est toi qui me racontais ça. C'était que je crois que tu gagnes Incroyable Talent ou t'arrives très loin à Incroyable Talent. La finale, Et il se passe plein de choses à la suite de cet événement. Et tout de suite après, je crois, on tombe en plein Covid. Ah ouais. Du coup, toi, comment tu l'as vécu cette période? Moi, ça a été en deux temps. C'est-à-dire que après Incroyable Talent, j'ai un petit creux. Petit creux j'ai fait un télécrochet. Donc, tu vois, je dis, putain, toutes ces années de stand-up, de trucs pour qu'on me dise que je suis un artiste de télécrochet. Enfin, c'est chaud, tu vois. Donc, j'ai petits creux. Après, ça a remonté. Au moment où ça recommence à remonter, où je commence à me remettre dans le truc, à me faire des émissions et qu'on m'appelle, bim, Covid. Je me mange le Covid dans les chicots, frère, mais en pleine tête. Ça veut dire que je suis en développement. Ça veut dire que je suis même pas. On commence à savoir qui je suis, mais bim, je me prends le Covid. Et après le Covid, je redémarre doucement. Je reprends. J'ai une petite boîte de prod à l'époque. C'est deux jeunes filles très sympas qui me produisent avec un autre producteur. Ils essayent, mais c'est dur. C'est dur. Et là, je ne peux que dire merci à Arthur parce qu'il m'a un peu sauvé, ce qui m'a rattrapé le coup, il m'a un peu tiré. C'est qu'après, je suis devenu pensionnaire de Vendredi Tout est permis. C'est vrai, ça. Avec Arthur. Et quand je dis c'est une chance parce que c'est très dur de faire sa place là-bas. C'est pas évident malgré ce qu'on croit. Les gens pensent que voilà, on est là. Non, c'est très dur. Faut savoir maîtriser cette émission. C'est pas évident. La télé, c'est particulier. C'est particulier. Là, je remercie vraiment Arthur parce que il est venu me chercher. Il a kiffé qui j'étais, ma façon d'être, ma vibe et tout. Et en plus de me faire Vendredi de permis, il m'a fait beaucoup d'émissions, beaucoup de prime de TF1. Tu vois, j'ai fait les touristes, même ça n'a jamais été diffusé, mais j'avais fait le grand concours. J'avais fait plein de prime sur TF1. Donc ça m'a ouvert après la porte sur tous ces trucs-là. C'est ce qui m'a pu me rattraper.
et me sauver un peu. Et après, bah, la rencontre avec Gad, évidemment, 2021, rencontre avec Gad, là, ça m'a relancé, faire sa première partie. Parce que Gad, je fais plus trop sa première partie sur ce nouveau spectacle lui-même. D'accord. Mais la chance que j'ai eue, c'est que d'ailleurs, son spectacle juste d'avant, c'était le retour de Gad 5 ans après son dernier spectacle. Ouais. Tu vois? Donc les gens l'attendaient. Les gens l'attendaient. Donc quand t'arrives en première partie sur un spectacle d'un mec que tout le monde attend, bien sûr que ça t'ouvre des portes, bien sûr qu'on te voit plus, bien sûr que t'es plus exposé, bien sûr que tu rencontres des gens en loge importants, des programmateurs de théâtre, des tourneurs, des producteurs de télé, de ciné. Donc tu rencontres des gens qui ont envie de travailler avec toi. C'est comme ça que j'ai rencontré Fred Azan pour la série que j'ai fait, Besoin d'amour. Fred, il me voit en première partie de Gad, il me voit dans les coulisses, on parle, on discute, et il me demande de venir jouer dans sa série. Donc c'est vrai que c'est là vraiment, franchement, si tu vois, des fois je fais des noms comme ça de moments clés. Pour moi, c'est Boudère, Samir Osman, Phil Darwin, Arthur, Gad, tu vois, Boudère juste avant, Boudère, Arthur, Gad, c'est des gens, tu vois, c'est des steps. C'est des gens en fait, c'est même pas des événements, c'est des personnes, des rencontres. C'est des gens, dès que tu les rencontres, ta trajectoire elle change dans le bon sens. Samir Osman, ça m'a changé dans le bon sens. Phil Darwin pareil, Boudère pareil, Kader pareil, Kader Aoun, et après Arthur, et après Gad. Donc tu vois, tu rencontres des gens qui te font passer des marches. Et après à un moment donné, ils te disaient, nous on t'a emmené là. Maintenant, c'est toi et ton talent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est Tariq, c'est toi et ton spectacle. Maintenant, nous, on t'a aidé. Allez. Et c'est là que maintenant, il faut travailler encore plus. Ouais, effectivement. C'est lourd. C'est lourd, c'est fou. C'est fou que ce soit des gens qui soient, faut pas l'oublier. C'est souvent. Faut pas oublier les gens. On oublie les gens. On pense que les choses. Moi, j'entends beaucoup d'artistes qui disent ouais, mais moi tout seul, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Écoute-moi bien, c'est le plus grand des mensonges de ce métier. Celui qui te dit je me suis fait tout seul, c'est un grand menteur. C'est un grand menteur. C'est un grand menteur. Aujourd'hui, t'as besoin, on va pas se mentir, t'as besoin de gens qui vont t'appuyer, te parrainer, te mettre un petit coup de pouce, des rencontres. Tu vois, même des fois, des gens avec qui tu vas juste discuter 5 minutes, ça peut changer ta vie, tu vois, ta perception de la vie. Tu n'arrives jamais seul au bout. C'est bien, et puis t'es reconnaissant en plus. Oui, il faut être reconnaissant, faut pas oublier. Moi, je veux pas oublier des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main à un moment donné, tu vois. Si je peux me permettre. Ouais. Vivement, vendredi, tout est permis. Ouais, non, c'est, je sais que moi, j'ai eu une petite expérience de la télé. Ouais. Et je sais que c'est à quel point c'est dur, déjà, de faire de la télé. Et j'imagine même pas, parce que là, tu dois être drôle en plus, tu vois ce que je veux dire? Tu dois être drôle. Et pas faire attention aux caméras, et être naturel. Et être naturel. Et pas trop en faire. Et faut pas trop en faire. Faut pas ne pas en faire. Ouais. Tu vois, c'est le curseur, faut savoir le mettre au bon niveau. Parce que en télé, ils aiment pas aussi les gens qui en font trop. Ils aiment pas les gens qui en font pas, qu'invisibles. Ils aiment, tu sais, faut être dans le bon ton du truc. Faut être juste, quoi. Et selon les émissions, ça change. T'es pas aux enfants de la télé comme t'es à Vendredi te permet. T'es pas sur toutes les émissions faites. Enfin, tu vois, j'ai fait La Famille en Or. J'ai fait La Famille en Or il y a quelques temps avec Camille Combal. Les 10 premières minutes, je cherche ma place, en fait. Je suis là, je dis, wow, comment tu places des punchs. Et mon attaché de presse, il me dit, je vois dans ton regard que t'es perdu. Tu cherches, je suis perdu. Parce que je me dis, est-ce que j'y vais en frontal? Est-ce que je coupe la parole? Est-ce que j'envoie une grosse punch? Tu vois, je coupe. T'es là, les 10 premières minutes d'enregistrement, je suis pas à l'aise du tout. Je cherche, tu vois, et à 2 doigts de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Et en fait, après, petit à petit, tu rentres dans le truc et puis tu commences à connaître le ton de l'émission. Et Vendredi permis, là où c'est encore plus dur, c'est que tu tombes face à avec des gars qui, eux, sont des habitués, sont à l'aise. Et toi, t'es un nouveau. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Mais bon, après, la télé, toi-même, t'en as fait. Tu sais l'expérience que c'est. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile. Non, c'est pas facile. Je sais pas si t'as déjà eu une oreillette dans l'oreille. Non, j'ai jamais eu d'oreillette, moi. Mais ça doit être horrible. Quelque chose. Hein. Oh, c'est dur. Oh, c'est très, très dur. Moi, j'avais fait le pilote d'une émission avec Sophie d'avant. Ouais. Et je co-animais avec Sophie avant. Elle est pas sortie l'émission. Et j'avais une oreillette. Et tu dois être joyeux, tu dois faire rire, tu dois faire en sorte que l'émission se passe bien. Bon, t'as toujours Sophie d'avant et tout à côté de toi. Et en même temps, t'as le réalisateur qui te parle dans l'oreille. Dans l'oreille. C'est un métier. C'est un métier de fou. Mais c'est pour ça que moi, quand je vois Arthur ou quand je vois d'autres animateurs comme Camille,
Mais c'est un métier. C'est un métier que moi, je sais pas si je pourrais le faire. C'est un métier. Moi, sur combien d'infos il doit recevoir dans son non. Mais 10 000. 10 000 infos parce que les jeux changent au moment qu'ils arrivent à c'est pas le bon jeu dans le conducteur, il change. Il doit ressortir. Les problèmes techniques. Le gars, son visage, il change pas. Il est pas en mode, il entend, il écoute. Il est normal. C'est un métier. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a pas moult animateurs télé non plus. Hein, tu vois. Et du coup, là, aujourd'hui, tu penses que tu es satisfait de ton avancée dans ta carrière de stand-upper, d'artiste? Bien sûr. Tu penses être où, là, dans ta carrière actuellement? Là, je prends toujours cette image que j'utilise aussi avec ma fille quand elle fait ses devoirs et son travail. Je pense que là, il y a le village, il y a la vallée, il y a la montagne. Là, je pense que j'ai passé le village, j'ai passé un peu la vallée. Je suis au début du col. Okay. Je suis au début du col. Putain, des vraies allégories de daron, là. Ah ouais, bah oui, parce que... on est sur des vraies images de daron. Parce que les gens, quand ils me voient, ils ont une perception de « Ah, ça y est, t'as percé ». Percer, c'est pas où je suis, là. Moi, je sais que j'ai encore une marge de travail. D'où j'étais en réunion avec ma prod hier. On sait, c'est loin encore. L'Olympia, c'est loin. On pense que c'est proche, mais c'est loin. Oui. Et bizarrement, dans l'ère dans laquelle on est actuellement, j'ai envie de te dire que du jour au lendemain, tu peux te retrouver mais c'est aujourd'hui, c'est un peu le problème de notre métier. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tu peux arriver au mois de septembre 2024, faire ton premier sketch, faire un truc qui buzz en novembre 2024 et faire l'Olympia en décembre 2025. Mais mais moi, pour moi, ce genre de carrière, c'est ce que j'appelle des petits coups d'éclat. Et c'est genre, on t'a pris en hélicoptère au village et on t'a déposé sur le col. Tu vois, t'as fait l'ascension avec un stack, tu vois, avec des bouteilles d'oxygène. Tu vois, t'as pas fait la vraie ascension avec la vraie. Ouais. Non, tu vois. Pour moi, et ça, pour moi, c'est bien. Je respecte, je trouve que c'est super génial pour des mecs, je trouve ça incroyable. Mais dans ce métier, la force, c'est de durer, frère. Tu penses mais tu penses qu'il faut souffrir. J'ai l'impression que toi, tu je pense qu'il faut pour savourer, bien sûr, pour savourer. Pour savourer le succès, faut savourer d'abord le goût de la défaite, de la dureté. Ouais. Et là, ton succès, il a du goût. C'est pas les succès, c'est pas les succès qu'il faut fêter, frère. C'est les défaites, c'est là que t'apprends. Et moi, je suis encore dans ce truc-là. J'ai bien avancé grâce à Dieu. Alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Mais je sais que je suis encore très, très, très loin du compte. Tu vois, il faut encore travailler, il faut encore remplir ses salles, arriver à ce niveau de dire, ouais, moi, je suis complet sur 6 mois, j'ai pu me prendre la tête, je pense déjà à l'année d'après. Je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Ça, pour toi, ce niveau-là, c'est là, t'as percé. Là, t'as percé. Ouais. Là, quand tu dis, ouais, Tariq, ça va? Ouais, là, je joue 3 fois semaine à la Cigale, c'est complet jusqu'au mois de mars. Là, quand tu commences à parler comme ça, ah oui, là, t'es dans la Mais t'as vu ça arrive très vite maintenant. Je connais des humoristes qui sont au Paname depuis plusieurs années, qui ont sorti 2-3 vidéos qui ont fonctionné, et du jour au lendemain, ta salle est remplie, t'es obligé de te barrer de ta petite salle d'entraînement et te retrouver... ça, je respecte. Et tu remplis sur plusieurs mois. Mais est-ce que le spectacle est bon? Est-ce que la carrière derrière va durer 10 ans? Elle est là, la vraie question. Ça, c'est autre chose. Moi, il y a des gens aujourd'hui, ils viennent voir, parce que en fait, aujourd'hui, ça a changé. Moi, je pense que les gens, quand ils vont au théâtre, ils viennent plus voir un spectacle. Ils viennent voir une personne. Ils viennent passer un moment avec. Exactement. Machin, on le voit sur les vidéos, il me fait rire. Voilà. Moi, je veux passer 1 heure avec lui. Il peut me raconter ce qu'il veut. Il peut nourrir une chèvre pendant 1 heure sur scène. J'ai passé du temps avec lui. Les gens veulent passer du temps avec. Aujourd'hui, les gens vont pas trop au théâtre pour dire, ah, j'ai envie d'écouter ses vannes. C'est juste, j'ai envie d'être avec lui. Ouais. Ah, on l'a vu, c'est cool. Mais, après, est-ce que tu continues? Est-ce que tu peux en écrire un deuxième? Parce qu'attention, le premier spectacle, il est mortel, tout le monde va venir. Mais le deuxième, faut l'écrire aussi. Faut qu'il soit aussi bon que faut que t'aies le même buzz. Et le buzz aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, t'es là, tu pètes, on en prend un autre. On est là, on a eu l'air de, sans te faire de name dropping, mais il y a eu des artistes qui ont eu des moments où ils ont pété. Tout le monde voulait les voir. Et après, t'as un autre parfum. Tous les gens, c'est comme une glace. Et tous les ans, il y a un nouveau parfum, il y a un nouveau goût. Et on veut goûter le nouveau parfum. Et on veut goûter le nouveau parfum. Et c'est comme ça aujourd'hui l'humour. Dis-moi, depuis Kev Adams, qui a une carrière de 10 ans aujourd'hui? Qui a une carrière au top, hein. Je parle pas de quelqu'un. Je parle pas de quelqu'un qui pète et qui reste d'autres. Je te parle qui encore aujourd'hui arrive à une carrière qui a 10 ans de travail derrière lui. Non. Oui, effectivement, comme tu dis, il y a des gens qui viennent, ils font une vidéo, ils pètent, ils remplissent. Ça fait combien de temps que tu fais l'humour? 6 ans, 1 an, 5 ans, 3 ans. Il y a plus. Et on va changer.
Ouais. Là, pose-toi 2 secondes et dis-toi, l'année dernière, qui était connu au top? Il y avait lui. Qui est connu cette année? Les 4, ils ont quasiment changé. Ouais, c'est vrai, putain. C'est quasiment la moitié qui ont changé. C'est d'autres noms qu'on entend. Ouais. Et l'année prochaine, on entendra encore d'autres noms. Et ben, l'humour. Après, faut revenir dans 10 ans, voir s'ils sont encore là. Et faut revenir dans 10 ans, forcément, ils sont encore là. Tu vois? Et c'est pareil dans la musique. Il y a des buzz, des mecs qui pètent. Et... Regarde, je peux parler de ces gens-là parce que c'est des gens d'internet. Par exemple, il y a un mec il y a quelques temps, c'était Abrège Frère. Tu te souviens, un mec qui abrégeait les gens. Super cool. Je trouve ça tellement marrant, tellement du génie dans les premiers temps. 1 mois, 2 mois, on était tous à fond dedans. Aujourd'hui, est-ce que tu entends encore parler d'Abrège Frère? Ouais, mais il fait pas de la scène, lui. Mais voilà. Mais oui, après, mais en fait, aujourd'hui, je te dis, c'est des buzz comme ça. Ouais. S'il monte sur scène, il va remplir. Oui, en général, je veux dire. S'il monte sur scène, si c'était dit, tiens, j'ai fait 1 million de followers en 1 mois, tout de suite, je mets une petite salle, il aurait rempli. Il aurait rempli 6 mois, 7 mois. Ouais. And what? C'est quoi après? C'est vrai. C'est tout. Et après, Abrège Frère. Les gens font des braquages, quoi. Voilà. Et Abrège Frère, avec tout le respect que je vois, et que j'adore, et c'est super, je te dis, j'ai kiffé ce qu'il faisait. Et regarde, on a eu Abrège Frère. Il a disparu. On a eu après, ça va pas ou quoi là, qui est arrivé. Ça va pas ou quoi là. On a eu Binobil qui est arrivé. Ouais. Donc en fait, ça fait Abrège Frère, Binobil. Et en fait, à chaque fois, t'as un espèce de. Ouais. Et dans l'humour, c'est pareil. T'as un tel qui arrive, il pète, ça fait 100. T'en as un autre qui arrive derrière. Et t'en as un autre, et t'en as un autre, et t'en as un autre. Combien sont capables de. Et combien sont capables de rester. De se dire. C'était. Tu vois. On avait cette discussion et dans les loges avant. C'est oui sur le fait que c'est on la connaît l'expression, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai hein. Mais après toi ça fait longtemps qu'on se côtoie dans les loges. J'en vois encore beaucoup aussi qui sont on est plusieurs à être à ce stade-là, tu vois. Ça fait longtemps qu'on est là, qu'on a des compétences, mais voilà, on arrive peut-être à un palier. Un palier qui est dur à franchir. Qui est dur à franchir. Il faut continuer à travailler, en fait. On est d'accord. Qui est dur à franchir ou qui nécessite soit l'aide de quelqu'un, soit un petit buzz, soit la bonne rencontre. Moi, je suis à ce niveau-là, exactement. Je suis à ce niveau-là. Je suis au niveau... j'ai une autre image aussi, parce que j'aime bien les images. J'ai une autre image, c'est comme si j'avais fait la queue dans la boîte. Ouais. Et qu'au début, j'étais dans toute la queue. Et là, aujourd'hui, je suis devant la boîte. Ouais. Je suis devant la boîte. Et maintenant, il faut que je connaisse quelqu'un. Soit le videur, il m'aime bien, il me laisse rentrer. Parce qu'il voit que j'ai tapé toute la queue. Soit il y a un mec dedans qui vient me chercher dehors et qui me dit bien. Ou soit, tu continues à créer du contenu sur les réseaux comme tu fais, du contenu de qualité. Et après, ça va péter. Et aujourd'hui, c'est ça. Mais aujourd'hui, et le jour où j'arrive, je peux te raconter 1000 anecdotes, comme Beurre FM, comme plein de trucs. Et tu dis, putain, mais en fait, le mec, il est chaud. Il est chaud, il est là depuis longtemps. Et oui, non, c'est lourd parce que toi, t'as déjà les compétences en tant que stand-upper. Il te manque plus que l'exposition. En gros. Et en gros, et ce qui est beau dans l'ère dans laquelle on traverse aujourd'hui, et je reviens sur ce que t'as dit tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, t'étais obligé de passer par le producteur. Il y avait pas d'autre issue. Alors qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux, et avec les réseaux, tu peux péter tout seul. Redouane Bougueraba, il a pété avec ses improvisations sur. Et pour le coup, Redouane est là depuis longtemps. Et lui, il est là depuis longtemps. Sauf que quand il est arrivé, il a pété, il était prêt. Et il y a beaucoup de gens qui, la célébrité, le truc, le machin, c'est dur. Ouais. Les gens, ils pensent que les problèmes, c'est avant, quand t'es dans les petits comédie clubs et que c'est dur, c'est ça les problèmes. Non, les problèmes, ils commencent quand t'es exposé. Exactement. Les problèmes, ils commencent quand tu deviens une star ou quand tu commences à d'avoir une autorité. Parce que les gens, ils vont commencer à regarder tout ce que tu fais à la loupe. Ah, il a fait une série. Tout va être commenté. C'est pas marrant. Ouais. Il a fait un film. C'est marrant, c'est pas marrant. Il a fait combien d'entrées? Il a fait combien de millions d'entrées? Ah bon? Ah ouais, il a pas fait 1 million. Ah ouais. Tu vois, et les gens, ça y est. Alors que t'es bon, ils viennent te voir en spectacle. Ah bon? Ah ouais, il a présenté une cérémonie. Il était marrant? Non, il était pas marrant. Il a remis un prix, il était marrant, il était pas marrant. Et allez, ouf, tout ce que tu fais. C'est tout ce que tu fais. C'est là que les vrais problèmes, ils commencent. Ah bon? Il a fait un sketch, il a dit un gros mot. C'était pas un peu antisémite? Non, faut le mettre en avant, ça, faut le dire. Tu vois, on va essayer de te trouver des petits. Et les problèmes commencent. Est-ce que ces gens qui percent en 1 an, ils sont prêts à vivre ça, à entendre ça, à qu'on leur cherche des noises, tu vois. Ouais. Ça, et c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience, un peu avant, comme moi. Je pense que moi, j'ai aucun problème avec ma carrière. Moi, des fois, les gens disent, ouais, t'es un ancien. Ça me touche pas. Moi, je suis un ancien, ouais, mais je te souhaite rester autant de temps à ce niveau-là. D'être toujours dans les petits papiers des comédie clubs, des festivals, des trucs qu'on t'appelle. Parce que moi, j'ai la chance que même si
je suis resté longtemps, c'est qu'on m'appelait sur des trucs. Ouais. Tu vois, je pétais pas, mais je me suis retrouvé à mais moi, Tariq, je n'aime pas trop ce débat dans le sens où, pour moi, on a la chance dans notre métier, de s'en battre les couilles de l'âge, en fait. Bah oui, mais t'es dans le sens où tu peux être très très performant. La différence entre un stand-upper et un joueur de foot, c'est qu'un joueur de foot, on connaît sa date de péremption, entre guillemets. Un comédien, tu peux jouer la comédie jusqu'à pas d'âge. Exactement. Mais aujourd'hui, on essaie de te mettre dans ce truc de en vrai, regarde, il est âgé. Ouais, c'est pas vrai. Mais moi, les amis, ouais, pas. J'ai fait Beurre FM. Ouais, j'ai commencé à 97. Ouais, j'ai fait de la radio. Ouais, j'ai laissé tomber. Ouais, j'ai fait Incroyable Talent. Ouais, j'ai fait le Jamel Comedy Club. Ouais, je me suis fait virer. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils m'ont pas appelé à Génération. On t'a viré du Comedy Club? Ouais, on m'a viré du Comedy Club. Ouais, ouais. Non, viens, on s'arrête 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais en fait, le Jamel Comedy Club, c'était une expérience assez cool parce que j'ai kiffé. Ça m'a appris à me professionnaliser. J'ai rencontré Jamel, qui est un mec juste formidable. Après, première année, le DA, je m'entendais bien avec lui. Deuxième année, le DA. Ah, le DA, c'est souvent le DA. Et je m'entendais bien avec aussi Mohamed Hamidi, qui est toujours un très bon copain. Et le DA de la dernière saison, il m'a dit clairement, il m'a sorti d'émission, il me dit Tariq, l'année prochaine, tu vois, moi j'aime pas trop il m'a dit j'aime pas ce que tu joues. Il me dit ça me parle pas. L'année prochaine, je compte pas trop sur toi. Il m'a dit je compte pas sur toi l'année prochaine. Et comme ça s'est terminé. Bah oui. Après je suis plus revenu. Ils m'ont plus appelé, donc voilà, je suis parti. Mais bon, voilà, il y a des trucs, oui, j'ai fait des trucs, on m'a viré, on m'a repris, on m'a viré, on m'a pas pris, Moi, j'ai jamais eu de frustration. Ouais. Parce que j'ai toujours dit merci Dieu, merci la vie, surtout Dieu, tu vois, mais merci, putain, mais j'ai une chance de fou de faire ce métier et de le faire au niveau où je suis, où j'arrive, où je kiffe, où je gagne ma vie, je me paye des sabres, je pars en vacances, je fais kiffer ma fille, je fais kiffer mes potes, je fais kiffer ma famille. Les amis, c'est une chance de dingue. Donc ouais, j'ai des échecs, des gros échecs. Moi, j'ai fait Montreux cette année. J'ai fait Montreux sur le gala de Nordine. D'accord, ouais. C'était mon premier Montreux. C'est ton premier Montreux. Et la phrase que j'entendais le plus quand j'étais à Montreux, c'est quoi, Tariq, c'est ton premier Montreux? Bah ouais. Non, mais tu sais que Nordine était là juste avant et on parlait justement du Montreux et c'est exactement la même réaction que j'ai eue. Il m'a dit il y aura Tariq sur mon gala et c'est son premier Montreux. C'est mon premier Montreux et on s'est regardé, on a dit non, c'est pas possible. On a dit non, c'est pas normal. Il m'a dit oui, on est d'accord, c'est pas normal. Et on m'a jamais appelé. Et pourtant c'est tous mes potes quand il y a des galas, tous mes potes. C'est pas des gens que je connais un peu, c'est mes potes. Ils m'ont jamais appelé, mais c'est pas grave. Tu vois, moi j'essaie de passer aussi un message à ces jeunes humoristes qui se disent on m'a pas appelé sur ce festival, mais lui je joue pas là. Je joue pas là. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut vous fermer toutes les portes du monde, il y aura toujours une petite fenêtre ouverte. Et vous passez par là. Et voilà, donc le Montreux, j'ai attendu, on va dire, c'est peut-être 10 ans maintenant que j'ai des potes qui sont régulièrement des amis à qui on joue, des amis qu'on connaît, et ils m'ont jamais appelé. Il a fallu attendre Nordine Ganzo, je le remercierai toujours pour ça, qui m'a appelé, m'a dit je veux que tu viennes sur mon gala, c'est pas normal que j'ai jamais fait mon gala. Alors je remercie aussi Alexandre Kominek, je dis la vérité parce que j'aurais pu faire mon premier gala l'année dernière, mais j'avais mes dates de tournée et Alexandre voulait que je sois sur son gala. Mais il a fallu attendre des années pour qu'on m'appelle. Et c'est pour ça que je dis à tous les jeunes comédiens, si t'es pas sur ce plan, c'est pas grave. Si on t'appelle pas dans ce Comedy Club, c'est pas grave. Si tu fais pas le Jamel Comedy Club, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a plus one way, il y a plus un chemin. Il y en a plein. S'il y a pas cette route, on te veut pas de toi dans cette route, prends celle-là. C'est plus long, j'avoue. Et c'est beaucoup plus long. Mais tu vois, tu vas leur rejoindre la route là-bas. Mais c'est que ça. Faut pas nourrir de frustration. Mais moi, je remercie Dieu, et ma mère et mon père, et surtout mon père, de m'avoir donné ce caractère de nourris pas de frustration. Sois pas jaloux, regarde pas les gens. Tu vois, bien sûr qu'il faut avoir un petit peu de ce truc-là, de se dire, il est comme ça, je vais essayer d'être, de concurrence saine. Mais il faut pas se dire, t'as vu, il m'a pas pris, t'as vu, putain, vas-y, c'est de la merde ce métier, vas-y, c'est quoi ce métier, vas-y. Non, moi, j'ai pas cette frustration. Tu m'appelles pas, frérot, tu veux pas m'appeler sur ton festival, tu veux pas m'appeler sur ton film, sur ta série, c'est pas grave. Je vais faire mon film, je vais faire ma série. Tu veux pas m'appeler sur ton podcast, c'est pas grave. Je vais faire mon podcast et je vais faire d'autres podcasts, ce n'est pas grave. Ce métier, faut juste, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être ça marche. C'est parce que comparé à mes débuts où je comprenais pas ce métier et que ça m'énervait de l'intérieur, je bouillonnais. Aujourd'hui, je suis très détaché et détente en me disant, il y a plusieurs chemins et je sais que j'ai le talent.
En fait, je sais que j'ai la matière première. Maintenant, je cherche juste l'usine qui va me fabriquer des trucs, tu vois, qui va me transformer. C'est juste ça. Et il faut être patient. C'est dur, oui. C'est un métier. Il faut le dire aux jeunes humoristes. Oui, tu vas faire de l'humour. Oui, c'est un métier où tu vas te sentir très bon et tu as le droit de considérer que tu es très bon. Et oui, tu vas avoir des gens moins bons passer devant toi. Oui. Oui, tu vas avoir des gens nuls passer devant toi, faire des trucs avant toi. Oui, tu vas avoir des gens comploter. Tu vas avoir des gens faire des trucs pas sains et passer devant toi. Oui, tu vas avoir des gens qui sont pas esprit Coubertin. Tu vas voir des gens qui vont, tu vas le voir. Mais vis avec ça, mec. C'est pas grave. Et c'est marrant parce qu'on pense quand on arrive dans ce monde que c'est un monde de bisounours. Non. Où tout le monde s'aime, où tout le monde rigole. Non, mais en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans l'humour que ce que vous vivez dans la vie quotidienne, dans votre entreprise, dans ta société. Mais c'est la même chose. C'est exactement les mêmes rapports humains. Exactement. Donc, oui, il faut apprendre à vivre avec ça. C'est ce que je dis, moi, quand je fais des masterclass, quand on m'appelle, je fais, vous voulez faire ce métier? C'est long, c'est dur, et vous devez, dès maintenant, vous êtes 20 là, il y en a 2 qui vont percer. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, je vous le dis. Sur les 20, vous êtes tous devant moi, 20 jeunes stand-uppers. Il y en a 2 d'entre vous là qui vont percer. Les 18 autres ne perceront jamais. Et c'est comme ça. Et il faut l'entendre. Il faut l'accepter. Faut l'accepter. C'est comme ça. C'est pas méchant. C'est pas que je veux pas que vous réussissiez. C'est que mettez-vous dans votre tête que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Et comme ça peut marcher sur du très long terme, comme ça peut péter en 20 secondes. C'est une espèce de jeu de poker. Mais nourrissez pas en vous ce truc de ah ouais, pourquoi lui et pas moi? Et pourquoi mais je suis plus fort que lui, on m'appelle pas sur cette émission. Et je suis plus fort que lui et je prends plus de rire que lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, comme je rassure ces gens-là en leur disant, on a tous à un moment donné. On a chacun un moment. On a une porte qui va se... C'est sûr, quand tu vas avoir ton moment. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler le foncier. Et pas dire, ouais, les comedy clubs, c'est chiant, putain. Non, travaille ton foncier. Parce que ton moment, tu vas l'avoir, c'est sûr. Et ce jour-là, sois prêt. Parce que si ton moment, il arrive et que tu te fais les croisés, frérot, c'est fini, on va en prendre un autre. Et c'est comme ça. Mais faut pas nourrir de frustration. Moi, je suis sur le, j'aime bien me dire aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, bien sûr. Ça a rien de te frustrer parce que, un tel a réussi et pas toi. Tu peux toi aussi réussir alors que un tel est aussi, est présent. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, elle est comme ça. Et puis là, même si c'était pas de l'humour, dans la vraie vie aussi, tu dois te battre. Dans la vie, c'est pas facile. C'est comme ça. Et moi, j'ai toujours évolué en me disant, je suis très content pour les gens qui réussissent. Moi, les gens, ils sont venus me chercher sur quoi? Je te prends un exemple parce que je parle beaucoup, hein. Je parle non, mais non. Il y a des gens qui sont venus me faire des petites quand Redouane a percé, tout le monde me disait ouais putain mais c'est toi le premier c'est toi. Non, mais Redouane déjà il était peut-être là avant moi et Redouane il mérite sa place 100 fois. 100 fois, mais putain mais il est fort frère, mais ouais, je fais de l'impro aussi et alors il a réussi à faire un truc que moi j'ai pas réussi. Il a réussi à marketer son humour. Moi j'ai pas encore réussi, je vais y arriver. Mais voilà, je suis très content pour lui. Mais les gens, ils étaient plus dégoûtés que moi. Alors, moi, je dis même pas dégoûté. Je dis, mais moi, c'est mon frérot. Je suis content qu'il pète. Vous vous rendez pas compte, s'il pète, derrière nous, on va péter aussi. Parce qu'il va créer un autre truc, il va venir nous chercher. Donc, on a besoin que Redouane pète. Mais j'ai pas de frustration. Ah ouais, mais ça te fait rien parce que c'est toi qui faisais de l'impro. Mais non, ça me fait rien, les gars. Je m'en fous, quoi. Je suis content. Je suis même très heureux pour lui. Et je lui envoie des messages. Tous les humoristes font de l'impro. Ouais, tous les humoristes font de l'impro. Donc, j'ai pas le monopole de ce truc-là. Mais pour te dire que les gens pensent que dans ce métier, dès qu'il y a un mec qui te ressemble ou un mec, t'es pas. Non, c'est comme ça, c'est la vie. Et oui, on a été préparés. Oui, on voit aujourd'hui des gens qui sont connus, qui sont pas marrants de ouf. Mais bien sûr qu'on les voit. Ils pensent qu'on les voit pas, mais on vous voit, mais on n'est pas jaloux. Moi, en tout cas, moi, je suis pas jaloux. C'est bien pour vous, mais j'aimerais pas être à la place de quelqu'un qui pète et qui est pas prêt, quoi. Parce que quand tu pètes et que t'es pas prêt, frérot, c'est chaud. Hein. C'est chaud pour toi. C'est très chaud pour toi. Hein. Et Tariq, oui. Tu me parlais de tes parents, mais toi, t'es papa maintenant. Bah ouais. Ouais, ça, j'aime trop ce truc, j'aime trop cette thématique parce que. Je suis daron. Je crois que j'étais on est daron. On est daron. Je crois que je suis un des premiers stand-uppers qui a ramené son enfant avec Comedy Club. Je crois que ma fille Elia, c'est la mascotte des Comedy Club. Tout le monde la connaît. Je pense qu'on la connaît tous. Mais tout le monde a porté ma fille. Moi, j'ai. Elle a quel âge maintenant? Elle a 11 ans. Putain. Mais tu sais, ça fait 11 ans qu'elle vient dans les Comedy Club, ma fille. Hein. Elle est tout le monde la connaît.
Bah écoute, ouais, j'ai eu ma fille 2013 et je me suis séparé en 2014. Donc, Là, tu faisais des thématiques que t'abordes du coup. Ouais, sur ouais, scène. ouais, je parle de ça. Le divorce et Le tout. divorce, papa célib d'une petite fille. Je suis très heureux, j'en parle parce que Est-ce moi. que t'as regardé les maternelles quand t'as eu... Mais ils m'ont invité les maternelles. C'est vrai? Mais oui. Tu sais que c'est un rêve, ça? Mais frérot. Moi, je kifferais trop. Mais moi, c'était un rêve. Tu sais que moi, quand. Daphné Burki, moi, j'ai connu Agathe. Agathe. Il y a eu aussi. Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. Et il y a eu la femme de Cadmerade, là, en ce moment. Vignali, comment elle s'appelle? Ah, je connais pas, putain. Putain, elle est trop belle, elle. Vignali, son prénom, c'est quoi? Mais c'est son nom de famille, Vignali. C'est la femme de Cadmerade. C'est vrai? Et moi, en fait, dès que la mère de ma fille est tombée enceinte, j'ai commencé à regarder les maternelles. Frère, un peu avant, moi. Mais est-ce que ça te fait pas ce truc-là? Et j'ai scotché sur cette émission. De ouf. Quand tu deviens daron, ça devient... tu regardes ce truc, une addiction. Ça devient une addiction. Tous les matins, je regardais les maternelles. J'avais un rêve, c'était d'être reçu par les maternelles. Moi aussi. J'ai été reçu l'année dernière par les maternelles. Je leur ai dit, mais vous savez pas comme... C'était un rêve d'être là. Vous m'avez fait acheter des trucs. J'ai acheté des trucs que vous vendiez. J'ai acheté des trucs que vous vendiez, des appareils, des trucs. J'ai dit, je n'en loupe pas une. Et même aujourd'hui, il m'a fait 11 ans, je regarde encore les maternelles. Mais moi, si je tombe dessus, je peux regarder. Aujourd'hui, c'est Agathe Le Perron qui présente. Je sais que c'est Agathe. J'aime bien Agathe, elle est gaulerie. Mais oui, moi, je me levais le matin. Si je loupais, j'étais pas content. Fallait que je regarde le replay. Le replay, pareil. Non, c'était incroyable. Les maternelles, j'étais formé par les maternelles. Mais j'adore ça, les maternelles. Émission de fou. Émission incroyable. Vraiment, le service public, ils ont fait vraiment des vraies émissions. Une vraie émission. Et celle-là, elle est vraiment d'utilité publique. Ouais. Elle est incroyable. Quand j'ai été reçu l'année dernière, mais j'étais fier, heureux. Je disais, là, je suis dans les maternelles. Là. Ça veut dire que là, c'est comme si tu avais l'assertif de daron. L'assertif de papa. T'es un papa, t'es certifié. Un dé bleu. Un dé bleu de daron. Ça y est, t'es un daron certifié. T'as fait tout le chemin jusqu'au maternel. Ça y est. Non, je l'ai fait. Ouais, ma fille, bah écoute, tu sais comment, tu me vois comment je suis avec moi. Tu m'as déjà vu avec elle. Bah, ma fille, c'est ma vie, quoi, mec. C'est mon meilleur ami, c'est mon poteau, c'est mon frérot, c'est mon bébé, je fais tout avec ma fille. Après, ma fille, je vais au Parc des Princes avec elle. C'est vrai, on la voit, on la voit partout. On va dans des spectacles. Elle aime les sons old school. Tu vois, elle aime des... Elle a beaucoup d'humour, ta fille. Elle a beaucoup d'humour. Elle est gaulerie, même. Elle est gaulerie, elle fait des vannes. Tu sais que ma fille, elle me sait quoi comme vanne? Je suis désolé pour l'humoriste dont je vais donner le nom, c'est mon frérot. Ma fille, elle me dit, de toute façon, t'es pas marrant. Moi, je préfère Charlie Niobé, il est plus marrant que toi. Je dis, ouais. Mais il y a une vanne en sous-texte, je la connais par cœur. T'es vraiment très, très. Ça me dit, Charlie, il est plus drôle que toi. Mais voilà, moi, je kiffe ma fille. Et elle vient, et effectivement, aujourd'hui, elle a déjà chat. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est bébé, frère, elle vient dans les comédies. Bien sûr. Depuis qu'elle est tout petite, elle est dans les loges avec nous, on entend des gros mots, on entend des mecs qui vannent et ce qui fait qu'aujourd'hui elle a ce truc là et aujourd'hui elle est au collège, elle est hyper intelligente, elle travaille archi bien et je pense que ça a aidé. Le fait d'avoir été en contact avec des adultes, ouverture d'esprit et tout, elle a une espèce d'ouverture d'esprit qui est assez, moi des fois qui m'impressionne. Là je vois les premières de sa classe, tu vois. Mais tu sais, je veux pas faire le père, genre ouais, super, ça devant elle, je fais encore le coach un peu Mourinho, genre ouais, c'est pas assez, faut que tu bosses plus, tu vois. Mais je vois qu'elle est très, très ouverte sur plein de choses, qu'elle sait des trucs, ça m'impressionne, qu'elle écoute des sons à l'ancienne, qu'elle regarde des vieilles séries, des vieux films. Moi, l'année dernière, elle m'a choqué sur 2-3 trucs, c'est que ma fille, elle me dit, c'est quoi l'histoire de Apple? Je dis, bah, il y a 2-3 films. Elle a regardé tous les trucs biopics sur Apple. Et elle me dit, c'est quoi l'histoire de ça? Elle a regardé tous les biopics en film, donc des films un peu compliqués à regarder parce que c'est long. Et elle regarde et elle s'intéresse. Et après, je pense que cette nouvelle génération, ils ont accès plus aux écrans et à plein de choses. Mais c'est très impressionnant. J'ai fait ce que je pouvais pour que cet enfant soit au top-pass. Et franchement, elle est au top-pass et je kiffe. Je kiffe ma fille, voilà. Et j'en parle dans mon spectacle. Et mon spectacle est uniquement sur quasiment mon divorce et ma fille, sur d'autres trucs, mais beaucoup sur ma fille et c'est mortel. Et toi, tes parents ont divorcé, eux, ou non, pas du tout. Okay. Bah, ouais, moi, mes parents, c'était c'est des Marocains d'une époque. Ça ne divorçait pas. Ça ne divorce pas. Ça peut s'embrouiller comme Jaja. Ça peut ne pas se parler pendant un mois. Mais mes parents, ils étaient mariés. Mon père est plus de ce monde, paix à son âme, mais plus de 43 ans, 45 ans de mariage, je crois.
C'était énorme. Donc, est-ce que ça a affecté, toi, dans l'éducation, ça t'a affecté, toi, dans l'éducation de ta fille, ou ça l'a affecté, elle? Non. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends une salle de, ma fille, quand tu dis, il y a combien d'enfants séparés dans ta classe, de parents séparés, puis les 3/4 de la classe, les parents sont séparés, tu vois. Non, ouais, je pense qu'au début, j'étais triste parce que oui, j'étais sur le schéma de mes parents. Je voulais, comme eux, me marier puis rester toute ma vie avec la même femme et voilà. Bon, après, on est peut-être dans une autre génération. Je suis séparé, je suis célibataire. C'est pas facile tous les jours. Mais ouais, ce schéma familial, bon, voilà. Je suis dans le nouveau schéma familial de cette famille monoparentale. Ouais. Tu sais, je le vis assez bien. C'était très dur dans les débuts, mais j'ai appris à devenir père. T'as changé les couches? J'ai changé les couches. Tu t'as fait à manger, t'as fait les biberons. Ouais, j'ai tout fait. J'ai fait les cheveux, j'ai fait tout. Ah, les cheveux aussi. Moi, j'ai que des garçons, donc j'ai pas eu besoin de faire les cheveux. Moi, j'ai une fille, faut tirer, faut y aller, faut acheter des produits. Et maintenant, des fois, on sort, je dois aller acheter ses produits de cheveux, c'est beaucoup de produits, c'est cher. Parce qu'en plus, moi, j'achète que des trucs bio et tout, machin. Ah, mon frère, c'est un petit billet, hein. Ah, pour que tes cheveux ils restent lisses, c'est des cheveux d'arabe, frère. C'est des buissons, hein. Faut les entretenir, frère. Ah, c'est dur, frère. Ma fille, elle a pas eu le petit côté kabyle, hein. Elle a eu le côté marocain de Casablanca, hein. Bien harache, comme on dit. Hein. Ah ouais, bien sec. Mais voilà, mais bon. Est-ce que tu l'as emmené chez le kiné pour la bronchiolite? Elle a pas fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Tu l'as fait? Tu sais que moi, je l'ai esquivé. Quand il tord dans l'enfant dans tous les sens. Parce qu'elle le frapper le kiné après, non? Ouais, laisse tomber. Ah, mais non. Moi, je l'ai pas emmené. Ah non, mais moi, je l'ai emmené. Moi, j'ai fait genre, j'étais pas disponible ce jour-là. Il presse l'enfant. Tu crois que c'est un pamplemousse, le bordel, l'autre. Non, franchement, c'est impressionnant. Ma fille, elle a fait beaucoup de bronchiolite, elle a fait un peu d'asthme. Donc, ouais, elle a fait des allers-retours un peu. Mais ouais, non. Ouais, j'y vais pas, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Je crois clairement, si je vois le médecin en train de tordre mon enfant dans tous les sens. Ah, tu frappes? Soit je frappe, soit je pleure. Mais vraiment. Ah, non, moi... Mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? Non, ma fille, ma fille, elle s'est cassé les dents. Elle s'est cassé les dents devant. Elle s'est cassé les dents devant. Bah tiens, Yannis était là, était en présentiel. On est sorti, on fait une sortie bateau dans le sud et elle s'est mangé une pagaie. Elle est remontée, lui a cassé les 2 dents. Déjà, ma journée, elle était morte, frère. Ouais. Mais écoute-moi bien, j'ai passé, je crois, à partir de ce moment-là, j'ai tout. S'il fallait payer un dentiste, je crois, à 2 000 €, j'aurais payé 2 000 €, 4 000 €. On a cherché des dentistes. En plus, c'était un week-end, ça tombe un week-end. Ouais, c'est toujours, pas de dentiste. Sinon, c'est pas marrant. Frère, j'ai cherché un dentiste. Ça m'a coûté 200 balles, 192 €. Je m'en fous, frérot. J'étais prêt pour que ma fille, parce que ma fille, elle était en déprime. Parce que moi, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle avait les dents cassées, mais ma fille, elle était en déprime d'avoir des dents cassées. C'était ses dents définitives? Ouais, c'était en définitive. Donc, elle était pas bien. Voilà, juste là. Et elle était pas bien. J'étais comme un fou. Je cherchais des dentistes dans tout Cannes. Et j'ai trouvé un dentiste à Grasse et qui m'a pris gentiment et qui m'a fait les composites de ma fille. Mais frère, s'il fallait payer 5 000 € pour refaire des dents ma fille, j'aurais sorti 5 000 €. Mais parce que, mais non, ma fille, elle était blessée. Et moi, non, mais ma fille, quand elle a mais je suis affecté. Elle a eu un 0. Ma fille, elle est dans une école privée catholique cette année. Je l'ai mis dans une école privée. Et elle a eu un 0. Pourquoi tu l'as mis dans le privé? Pourquoi je l'ai mis dans le privé? Parce que elle a. C'est un vrai débat qu'on a avec madame en ce moment. Là, non, parce que, alors, j'ai expliqué pourquoi. Parce que, moi, j'ai beaucoup d'amis profs. Moi aussi. Qui bossent dans le public. Et on sait ce qui se passe là-bas. On sait ce qui se passe là-bas. Non, en fait, ce qui m'a dérangé, je crache pas sur même si comme tous les Français, je trouve que le service public se dégrade. Ouais, c'est vrai, faut dire la vérité. Après, moi, je plains pas les profs, je plains pas les directeurs, je plains plains la France, il y a pas assez de moyens pour les services publics. Je peux le comprendre. Tu vois, je peux comprendre la rage qu'ont les fonctionnaires parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je suis fonctionnaire, ok, j'ai la sécurité de l'emploi, mais si tu me demandes de travailler et que tu me donnes pas de moyens, je fais ce que j'ai. En fait, ma fille, elle habite à Bagnolet. J'ai fait un peu le tour des collèges qu'il y avait autour public de Bagnolet. Bon, quand on m'explique que des fois, il y a des profs qui sont absents 1 an, je non. En plus des années du bac, hein. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, après, c'est même pas une histoire de violence ou de gros mots ou de trucs. Rien de vrai que ça. Bon, moi, j'ai fait une école publique, donc après. Moi aussi, j'ai fait une école publique. Dès qu'on m'a dit, il y a des profs absents, c'est dur de les remplacer. Des fois, ils ont pas de prof pendant 1 an, donc ils ont pas le cours. J'ai une amie qui m'a dit dans un des collèges ou pour l'année du brevet, il y avait pas de prof de français toute l'année. Non, et après, ils t'envoient des profs, là, les nouveaux profs maintenant, tu sais, il suffit que t'aies bac plus 2, t'as même pas le diplôme, il suffit que t'aies bac plus 2, tu fasses. Non, moi non. Non, c'est pour que ma fille elle fasse le cours au prof, ça sert à rien, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré une école privée. Mais quand tu payes une école, tu deviens exigeant. Oui, mais ils ont une obligation de résultat. Donc, c'est pour ça que je te dis, ma fille, elle est première de sa classe, mais sa première note de l'année en 6e, c'était un 0.
Waouh. Tu vois, c'est un 0 parce que le prof a mal expliqué le truc. Il y a eu un quiproquo entre ma fille et le prof, tu vois. Bon, moi, Du coup, t'as déboulé. Ma fille, elle pleure. Elle m'appelle. Première note de l'année. Papa, j'ai un 0. Prof d'histoire. Là, dans ma tête, je fais, attends, je la paye l'école, j'ai le droit. J'ai le droit de parler. Donc, j'envoie un petit mail, gentil au début. Ah, il m'envoie un mail, il m'a envoyé chez le prof. Hein. Ouais, non, mais je vais lui enlever le 0, machin. Elle a pas compris, elle a pas écouté le cours. Mais je réponds, oui, mais il faut prendre en compte le ressenti des parents. Si j'étais dedans, leur TPS, ta race, je paye l'école. Ton travail, c'est de me répondre, je paye. C'est à mon rib. Donc voilà. Mais de voir ma fille en pleurs, frérot. Quand elle m'a appelé, elle pleurait, papa, j'ai eu 0, première note de l'année. Je vais la brûler, cette école ou quoi? Non, mais maintenant, après, elle a très bien rattrapé le coup parce que le jour, je lui dis, j'étais première parce qu'elle était première, plus deuxième, plus troisième. Je lui dis, non, mais tu te rends compte, avec un 0, t'es dans les premières de la classe, donc c'est mortel. Ou c'est qu'ils sont vraiment nuls les autres. Non, le niveau de la classe, frère, la 14. Non, en privé, ouais. Moyenne générale de la classe, 14. Non, ils filtrent en plus. Ils filtrent à l'entrée. Il filtre de ouf. T'as un entretien avec une petite vieille, frère, rigole même pas. Hein, demande 2-3 conseils, 2-3 avis sur la société. Non, mais bon, voilà. Et donc, ça m'a touché. Donc, ma fille, tu vois, tes parents, dès qu'il y a un truc, nos enfants, ils vont pas bien. Mec, ouais, c'est ouf. Nos enfants, c'est nos enfants. Donc, ma fille, voilà, c'est mon bébé, c'est mon bijou. Tariq. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, de ta vie T'es croyant, Tariq? Oui, je suis très croyant, moi. Je suis pratiquant en plus. Génial. Maintenant, je me suis remis à la prière aussi. Je prie 5 fois par jour maintenant. Tu t'es remis. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause. Okay. Il y a eu une pause. Je me suis remis un peu en question sur la vie, pourquoi, comment. Tu vois, à l'après, après la mort, tu vois. Commence à te poser des questions. Après, c'est l'âge, je pense. Hein. Ah, aussi, peut-être. Comme il dit, t'es venu, hein. Comme il dit, Pierre, t'es venu, hein. Tu sais que l'examen arrive, tu révises, hein. Tu commences à réviser, tu sens que l'examen arrive, hein. Tu révises, hein. C'est Pierre, t'es venu quand il fait ses donnes sur son grand-père qui commence à lire la Bible sur son lit de mort. Il dit, ah bah oui, tu sais que l'examen arrive, tu révises, hein. Non, mais pareil, je sens que voilà, tu sais, je suis plus sur la phase descendante, on va dire, en âge et en vie que dans la phase montante. Donc, je me suis rapproché de Dieu dernièrement. Mais je pense que c'est important la spiritualité aussi dans ce métier, dans la vie en règle générale. Ouais. Dans la vie en règle générale, ouais, pas négliger. Donc je la néglige pas et donc voilà, c'est important. Donc ouais. Et ben pour l'avenir, qu'est-ce que tu peux me souhaiter? La santé. Le genou là en ce moment. Le genou, j'ai fait un 5, le gogol. Ça tu voilà. Le gogol. Longue vie à ma mère encore, ma fille, la santé pour ma fille. Les gens que j'aime et puis qu'on continue à faire ce métier, remplir des salles, faire rire les gens, passer des bons moments, faire rencontrer des gens incroyables. C'est peut-être utopique ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je souhaite, la santé d'abord aux gens que j'aime, et puis que ça marche un peu qu'on arrive encore à gratter une dizaine d'années. C'est lourd. Tu sais pourquoi je fais ce podcast? Pourquoi? Initialement, parce que je trouvais que avec le temps, je prenais pas assez de temps de vivre avec des humoristes ou des gens mais c'est intéressants. Vrai qu'on se parle pas. On prend pas le temps de parler et je me suis dit vas-y, un podcast, c'est un bon prétexte à la fois pour donner un feedback aux gens qui t'écoutent et à la fois vivre, tu vois, des moments comme ça avec Tariq. Ça se trouve, j'aurais pas eu l'occasion de le faire dans un comedy club parce qu'on va se croiser. Des fois, on va les anecdotes de Mysterio. Mais je me dis voilà, et le fait de t'entendre dire que toi, ce qui t'a beaucoup aidé dans ta vie, c'est dans ta carrière professionnelle et personnelle, c'est tes rencontres, tu vois, ça me réconforte un peu dans mon c'est les rencontres. Je te dis, tu rencontres des gens qui te changent ta vie, qui sont là et qui à un moment donné te changent ta trajectoire de vie. Parce qu'en fait, on est né pour vivre ensemble. En fait, l'humain n'est pas fait pour vivre seul dans son coin. Seul, oui. C'est pour ça que je te dis, les gens qui disent j'ai réussi tout seul, je fais tout seul. Ça n'existe pas, je te crois pas une seconde. Fake, Tariq, merci d'être venu jusqu'à mon village. Merci, là j'ai 3 jours de route pour repartir chez moi là. Mais en tout cas, merci. Merci, t'as une gourde à nous filer. Quelques vivres pour la route. On va manger une pizza après. En fait, t'es pas loin de Disney. Non, juste à côté là. Juste à côté, t'es à côté, c'est pas très loin, c'est bien. Si tu veux aller faire un tour, aller voir Mickaël. Non, je vais à Amiens ce soir. Truc à faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dikosh. C'était un plaisir d'être avec toi, mon frère. Merci à toi. On va manger la pizza. La pizza.